Merci Madame la Présidente, merci à la Fondation pour les sciences sociales et à son comité scientifique qui a retenu ma proposition, qui m'a permis de venir aujourd'hui présenter ces travaux, déjà de les préparer pendant toute l'année sur les rapports de confiance dans la politique. J'ai le privilège et l'honneur d'ouvrir cette journée et cette session sur la politique puisque je suis antiquisant, c'est-à-dire que je m'intéresse à une période extraordinairement loin, bien sûr, de nos préoccupations contemporaines. Donc, on peut dire que si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez écouter d'une oreille distraite, et ce qui serait intéressant arrivera après. J'espère en tout cas vous faire croire, au moins pendant 20 minutes, que l'histoire de l'Antiquité peut paraître intéressante à certains égards. Donc, je m'intéresserai ici au rapport de confiance dans le gouvernement provincial dans l'Empire romain. À l'époque hellénistique et romaine plus exactement, entre 200 avant Jésus-Christ et 135 après Jésus-Christ, il existe une province très documentée par les sources, la Judée, c'est-à-dire la terre des Juifs. Aujourd'hui, ça correspond à peu près, on va dire, à l'État d'Israël. Et on a la chance, pour cette province, d'avoir énormément de documentation écrite, que ce soit la Bible, au sens le plus large du terme, avec tous les apocryphes, avec l'Ancien Testament, donc la Bible hébraïque, le Nouveau Testament, c'est-à-dire ce que les chrétiens ont ajouté, on va dire, mais également les écrits rabbiniques, Mishnah, Talmud, etc. Les fameux manuscrits de la mer morte, il y a beaucoup de fantasmes autour de ça, je suppose que vous avez au moins entendu parler vaguement de Qumran. Donc on a énormément de sources qui permettent de voir une société plurielle, divisée, et de voir également la manière dont les différents courants de cette société se positionnent à l'égard des pouvoirs politiques. Alors, une petite introduction chronologique, quelques dates, malheureusement, j'en ai bien conscience, sont nécessaires en histoire, et je vais remonter un petit peu dans le temps à quelque chose qui est peut-être un peu connu, l'Ancien Testament, avec le VIe siècle et l'époque de la déportation de l'élite de Jérusalem à Babylone, à l'époque, enfin bon, peu importe, néo-babylonienne. Et l'empire néo-babylonien s'effondre, et le nouveau pouvoir, l'empire perse, choisit en 525 de ramener les exilés à Jérusalem, de leur permettre de refaire le temple et d'installer un petit pouvoir provincial qui, disons, gouverne pour le compte des Perses. C'est-à-dire qu'à partir de la fin du VIe siècle, en Judée, dans la terre des Juifs, c'est le clergé, c'est-à-dire l'ensemble des prêtres de Jérusalem, qui gouvernent la région pour le compte d'un pouvoir impérial. Et alors, comment ça se manifeste dans les sources, dans les textes dont on possède, enfin, que l'on possède? Alors, dans l'Ancien Testament, on a quelques écrits prophétiques, et notamment le livre de Jérémie, qui nous présente Nabuchodonosor, donc le destructeur du temple, comme le serviteur de Dieu pour punir l'impiété de son peuple. L'ennemi devient le serviteur de Dieu. Chez Isaïe, Cyrus, le grand roi perse, qui a autorisé le retour, est qualifié de Messie, loin de Dieu, pour protéger son sanctuaire et le peuple des Juifs. Et dans le livre d'Esdras, un autre grand roi perse est disposé par Dieu, dit-on, pour protéger le temple. On voit donc apparaître à cette époque-là une sorte de compromis qui repose sur trois parties, disons, de la constitution impériale, c'est-à-dire le pouvoir central, qui n'a aucune relation directe avec les individus, eux, qui vivent en Judée et qui ne voient au-dessus d'eux que les prêtres, et les prêtres qui essaient de faire un petit peu fonctionner tout cela. Donc la société repose finalement sur un compromis trouvé, qui repose sur la confiance. Une confiance que l'élite sacerdotale, que les prêtres cherchent à obtenir d'une part du pouvoir central, faites-nous confiance, nous allons tenir la province, d'autre part, une confiance en dessous, vers la population, faites-nous confiance, nous allons modérer le roi si jamais il aurait des velléités, disons, d'oppression contre le temple. Les prêtres se présentent comme l'intermédiaire idéal, disons, entre un roi étranger, peut-être un peu inquiétant, et une population qui aimerait vivre en son temps avec le respect de ses traditions. Et pourtant, au fin fond de ma chronologie, donc, les années se déroulent, les pouvoirs étrangers se succèdent les uns aux autres, mais à la fin, en 66-70, puis en 132-135 après Jésus-Christ, les Romains paraissent soudainement l'ennemi. À partir de 66, la guerre est absolument nécessaire, si on en croit les sources, contre le pouvoir étranger qui est non seulement menaçant, mais qui est désormais l'ennemi de Dieu.
Et alors ma question, c'est comment ce parcours a-t-il été possible finalement? Comment a-t-on pu passer de cette confiance construite par les prêtres, une confiance qui a été héritée par tous les pouvoirs, une confiance transférée entre les individus et le pouvoir central, comment est-on passé de cette situation idyllique à ça, ce qu'on appelle la guerre eschatologique, c'est-à-dire la guerre des temps de la fin, la dernière guerre qui est censée voir l'avènement du Messie et la fin du monde. Comment en est-on arrivé là? Alors, si on reprend avec la conquête d'Alexandre le Grand en 331, Alexandre le Grand s'empare de la région et ne change absolument rien. Il hérite de ce système, un système qui se maintient donc par une triple confiance, une confiance dans la promesse de Dieu qu'il y aura toujours un roi pour protéger le temple. On a cela dans les livres de Samuel. Dieu promet à David qu'il y aura toujours un roi sur son trône pour protéger le temple. Une confiance dans les prêtres, qu'ils sont là pour protéger les intérêts d'un peu tout le monde. Et la confiance dans le souverain, qu'on croit être ce Messie, ce protecteur du temple, qui respectera sa parole. Une confiance donc qui fonctionne tellement bien qu'Alexandre n'a aucune raison de changer quoi que ce soit. Il arrive, il change le pouvoir, mais pas du tout la structure. En 200 avant Jésus-Christ, donc grosso modo un siècle et demi après, on change de pouvoir. On arrive ici sur un nouvel empire, l'empire séleucide. Et là, on a un roi, Antiochos III, qui arrive dans Jérusalem et qui promulgue ce qu'on appelle la charte de Jérusalem, qui est, bon, grosso modo, une constitution fiscale, si vous voulez. C'est pas très sexy, on va dire, mais il y a un fond intéressant, c'est que dans sa charte, Antiochos III promet deux choses. La subvention du culte, c'est-à-dire qu'il offre chaque année de l'argent et des bêtes à sacrifier au temple. Donc il se déclare nominalement soumis à la divinité, respectueux du temple, et finalement, il présente cette subvention comme une offrande à la divinité de Jérusalem. Donc ça plaît. Autre part de ce qu'il propose, des exemptions fiscales, ça plaît toujours aussi, pour les prêtres qui sont intéressés financièrement à se soumettre et être fidèles. Donc, on arrive sur un régime où il n'y a plus seulement un rapport de confiance intellectuel, théologique, mais aussi un apport financier réel pour ces élites, pour être soumises. Néanmoins, les successeurs immédiats d'Antiochos III ne respectent plus cet accord. Séleucos IV, le fils, envoie dès 178, donc une génération après, un contrôleur dans le temple pour vérifier s'il n'y aurait pas des malversations. Alors ça ne plaît pas du tout aux prêtres qui ont l'impression qu'on est en train de s'ingérer dans les affaires intérieures, et le roi se déconnecte des prêtres. Il y a une rupture dans ce rapport de confiance, à ce moment-là, entre le roi qui était censé ne toucher à rien, se contenter d'être le protecteur au loin, et les prêtres qui, eux, voilà, disent on se retrousse les manches, on met la main dans le cambouis pour que tout fonctionne. Là, le roi ne leur fait plus confiance. Il vient contrôler les finances. Donc les prêtres le vivent très mal. Et on a un premier choc dans cet équilibre. Le roi suivant, Antiochos IV Épiphane, peut-être un peu connu comme le persécuteur des Juifs aujourd'hui, arrive à une étape supplémentaire, puisque les prêtres se sentent trahis. Ils ne sont plus de fidèles serviteurs. Du coup, le roi Antiochos décide de remplacer le grand prêtre pour mettre quelqu'un d'un peu plus fidèle. C'est-à-dire qu'il s'ingère encore plus dans les affaires du sanctuaire et place ses créatures au poste clé dans le temple. Et bien sûr, désormais, pour la population, ça on voit vraiment dans les textes, je ne peux pas le prouver aujourd'hui, mais on voit dans les textes, la population commence à considérer que les prêtres finalement sont tous des corrompus et qu'on ne peut pas croire ce qu'ils nous racontent finalement, puisqu'ils ont été placés, nommés par le roi. Donc vous voyez comme progressivement, les différents éléments qui faisaient cet ordre, qui se maintenaient par la confiance, s'effritent les uns après les autres. Et le grand prêtre placé par Antiochos, Ménélas, vous voyez que la chronologie est très rapide quand même, il s'agit de 3 ans à chaque fois. Ménélas se retrouve dans une situation difficile, puisque les rois ont envoyé un contrôleur, ont constaté qu'il y avait effectivement des malversations au temple, ont suspendu les exemptions fiscales pour le clergé, et bientôt le temple est incapable de payer. Donc le temple est en arriéré, et Ménélas, quel choix a-t-il? Un seul, prendre les biens du temple, les objets sacrés, les vendre et payer ce qu'il doit au roi. Donc, on a des prêtres qui pillent leur propre temple. Le rapport de confiance, bien sûr, s'en ressent. Forcément,
La conséquence, c'est quoi? C'est une révolte. Alors, il n'y a pas de lien mécanique, bien entendu. Toute révolte est le fruit d'un faisceau de conjonctions et beaucoup d'instrumentalisation. Mais une famille, la famille des Maccabées, parvient à se placer à la tête d'un mouvement, disons, d'inquiétude populaire, de susciter un élan de piété soudain, et ils, entre guillemets, libèrent le temple, c'est-à-dire qu'ils renversent les prêtres et se mettent à la place. Bon. Et ils espèrent à ce moment-là être reconnus par le grand roi comme les meilleurs interlocuteurs à ce moment-là, sauf que le grand roi considère que faire la guerre contre lui, c'est pas la meilleure façon de gagner sa confiance, bien entendu. Donc le grand roi décide d'envoyer un autre homme, Alkim, pour les remplacer. Et là, qu'est-ce qu'on trouve dans les sources des Maccabées? Cette citation, donc, on a des Juifs qui abandonnent les Maccabées, contrairement à l'image qu'on a d'une révolte linéaire qui mène à l'indépendance. Ils sont abandonnés à ce stade. Pourquoi? Les Juifs disent, car ils disaient, c'est un prêtre de la race d'Aaron qui est venu, il ne nous trompera pas. Visiblement, il y a encore de la confiance pour cette vieille élite sacerdotale. Il y a encore de la confiance pour ce roi à qui on reconnaît la légitimité de nommer un gouverneur à la tête du temple. Visiblement, les Maccabées ne sont pas parvenus à s'imposer dans la population. Et c'est par, finalement, la négociation, autant que par la guerre, par des échecs, autant que par des coups d'audace, qu'ils parviennent en 152 à renverser Alkim, et à trouver un accord acceptable avec le roi. Désormais, les Maccabées font semblant d'être indépendants, alors qu'en fait, ils ont restauré l'ordre ancien, et tout, théoriquement, est censé fonctionner. Bientôt, ils arrivent même à cumuler le titre de roi, à celui de grand prêtre, et ils revendiquent même un don de prophétie. Quand nous entrons dans le temple, Dieu nous parle personnellement. Alors là, pour gouverner, c'est génial. Croyez-nous aveuglément. Ce que nous disons, c'est la parole de Dieu. Nous avons la triple légitimité d'être à la fois les grands prêtres. Alors on oublie que c'est par l'action des rois, on va dire que c'est Dieu qui a choisi, c'est plus simple. On est roi, pouvoir politique, pouvoir guerrier, etc. Et en plus, c'est Dieu qui nous parle. Le prophète ne peut pas se tromper. Donc il faut aveuglément faire confiance, suivre les Maccabées. Finalement, le pouvoir politique à ce stade, en Judée, repose sur un rapport de confiance personnelle, non plus aux structures, non plus au temple, mais à cette personne du roi, grand prêtre, prophète, qui affirme que ce qu'il dit est, si j'ose mettre ces mauvaises blagues, parole d'évangile. Sauf que bien sûr, tout le monde n'est pas dupe, il ne faut pas croire que dans l'Antiquité les gens étaient un peu plus idiots que nous. Beaucoup considèrent que c'est quand même une façon un peu étrange de camoufler un coup d'État, et bientôt ils sont renversés à leur tour. En 40 avant Jésus-Christ, on change de dynastie avec Hérode, qui est également très connu. Hérode, si vous voulez, parvient à mettre en avant cette idée selon laquelle ceux qui autrefois étaient les libérateurs du temple sont devenus les oppresseurs et qu'il faut de nouveau libérer ce temple pour recréer un ordre légitime en Judée. Alors Hérode n'est pas un juif, il ne peut pas entrer dans le temple, mais il trouve le moyen idéal pour faire croire qu'il est pieux, c'est de le reconstruire. Et il agrandit le temple, il fait du temple de Jérusalem le plus grand de tout le monde romain. Et théoriquement ça marche quelque temps, bon aussi parce qu'il saigne un peu les parties hostiles. Et progressivement le roi Hérode tombe dans la paranoïa, commence à faire le vide autour de lui en commençant par tuer ses fils parce qu'il les a trop bien éduqués, trouve-t-il, et commence à lui faire un peu d'ombre. Lui il est un peu rustre, hein, il faut l'admettre. Donc il a peur qu'il le remplace, donc il les tue. Et puis bon, il fait le vide autour de lui. Et à sa mort, et c'est là que c'est intéressant, l'aristocratie, les prêtres de Jérusalem envoient des ambassadeurs à Rome en disant écoutez, tout est meilleur qu'un roi hérodien, on a confiance dans le droit romain. Je veux dire, le droit romain, ça nous évoque tous quelque chose, cette idée de justice absolue. À ce stade de l'histoire juive, on a perdu confiance dans la monarchie. On a perdu confiance dans ce pouvoir local qui prétend gouverner au nom de Dieu. On préfère un pouvoir étranger, mais qui met en avant le droit, plutôt qu'un homme qui pourrait finalement tomber un peu dans les travers de la fin de la monarchie d'Hérode. Et autre élément, donc ça c'est l'aristocratie, ce sont les prêtres, donc c'est disons la version officielle, mais à la même époque on a des soulèvements populaires, avec plusieurs pseudo-messies qui se présentent, qui sont un fils de berger d'un côté,
un fils de... non, je sais plus, enfin, on est vraiment dans la plus basse catégorie sociale. Des gens à ce stade pensent qu'ils peuvent devenir les rois des Juifs, qu'ils peuvent être les élus de Dieu pour gouverner son peuple. Donc on a, si vous voulez, à ce stade, on a perdu la confiance dans la monarchie traditionnelle, deux options, celle du droit romain et celle de la monarchie directe de Dieu qui choisit son oint, son messie, la personne qui reçoit l'onction royale. Le peuple, finalement, semble avoir à son tour perdu confiance dans les prêtres. Les prêtres qui ont été saignés pendant les différentes monarchies. On a donc, si vous voulez, une société plus divisée que jamais. Et Rome, bien sûr, finit par accepter l'annexion. Et Rome, c'est ma troisième et dernière partie, accepte de provincialiser la Judée en l'an 6. Cette année 6, on pourrait penser que c'est le moment où tout va aller mieux. On a demandé les Romains, ils arrivent. Ils amènent le droit, parfait, mais ils amènent aussi l'impôt. Et ça plaît pas. Parce que la première chose qu'un empereur romain fait quand il prend une région, c'est d'organiser un recensement pour savoir quels sont les biens qu'on peut taxer. Autrefois, je vous rappelle, Antiochos III, il arrive, il fait une charte avec exemption fiscale pour le clergé, subvention au temple. Les Romains, c'est beaucoup plus administratif. Un recensement, chacun déclare ses biens et on fixe un taux d'imposition. Donc ça ne plaît pas du tout, surtout aux classes populaires. Dès cette année-là, on a le premier parti résistant anti-romain qui apparaît, avec la prédication d'un homme, Judas le Galiléen, qui prêche l'insoumission aux Romains, c'est vite dit, c'est ce que j'ai écrit là, c'est un peu idiot. En fait, il pose question. Il sème le doute, si vous voulez, le contraire même de la confiance, c'est de demander peut-on, c'est une question, peut-on être soumis à la fois à Dieu, en payant son offrande au temple chaque année, et à Rome, en payant son tribut? À vous de répondre, à vous de vous positionner. Si vous considérez que effectivement payer l'impôt à Rome, c'est se compromettre par rapport à Dieu, agissez en conséquence, refusez l'impôt, entrez en sédition. C'est simplement le doute. Mais le doute marche beaucoup mieux souvent que les prédications. Et très vite, un parti qui suit Judas le Galiléen, qu'on appelle les sicaires, les porteurs de la sica, du poignard, commence à massacrer les collabos, entre guillemets, ceux qui estiment qu'on peut faire les deux, que le pouvoir romain peut être élu par Dieu à son tour. Donc les sicaires arrivent dans un rapport, si vous voulez, utilisent la défiance généralisée comme arme. C'est-à-dire qu'ils ne s'attaquent pas aux Romains. Ils s'attaquent à ceux qui prêchent qu'il faut obéir aux Romains. Ils montrent à ces gens-là que personne n'est inaccessible au châtiment divin. Ils montrent au peuple qu'on peut finalement désobéir impunément. Et Flavius Joseph, notre principale source pour la période, nous fait un portrait, mais extrêmement long, de cette méfiance dans les élites. On ne faisait plus confiance à son propre frère, écrit-il. Parce que tout le monde peut cacher des idées séditieuses, et ces idées séditieuses vont jusqu'à des actes terroristes. À ce moment de l'histoire, on est passé dans un rapport binaire qui est pour ou contre Rome, point. La société s'arrête à cette question. Donc, la société, je caricature à très grands traits, on est d'accord, on ne peut pas cataloguer une société sur deux idées. Mais on peut voir en gros une division entre d'un côté une aristocratie, qui pour des raisons pragmatiques, mais sans doute aussi convaincue je pense, estime qu'il faut faire confiance à Rome parce que aucun pouvoir ne se maintient sans que Dieu l'ait voulu. Rome est une puissance qui finalement apporte la justice. Faisons confiance aux Romains à un moment donné, faites-nous confiance, nous allons les modérer si jamais il y a des excès. Ça c'est le point de vue de l'aristocratie. Le point de vue des sicaires maintenant, c'est que c'est en Dieu qu'il faut placer sa confiance. C'est en Dieu qu'il faut avoir foi, pas dans un maître mortel qui pourrait avoir soudainement des idées tordues, comme un empereur Caligula qui a choisi de faire entrer en 41 sa statue dans le temple de Jérusalem. On est finalement, si on s'en remet à des Romains, à la merci de certains caprices, alors qu'en Dieu, on peut avoir une foi absolue. Il ne faut pas se confier en Rome. Et en outre, affirment les sicaires, Dieu a promis une descendance éternelle à Abraham, le lointain ancêtre. Donc, finalement, il faut faire confiance à la promesse de Dieu. Et alors, leur option, c'est quoi? C'est de se massacrer les uns les autres. C'est-à-dire que Dieu a promis une descendance éternelle. Donc, si on pousse la guerre, qu'on arrive au bord de l'extermination, Dieu ne pouvant mentir, Dieu interviendra. Dieu apportera le Messie.
Donc les sicaires cherchent à déstructurer toute la société, pour forcer Dieu à intervenir. Ils poussent à la guerre, et jusqu'aux dernières heures de la révolte, à l'été 70, on voit des sicaires, quand les Romains donnent l'assaut du mont du Temple, qui se jettent dans les flammes pour ajouter au comble du massacre, pour pousser Dieu. Mais je ne vous cache pas que Dieu, ce jour-là, n'est pas intervenu, ou du moins pas de ce côté-là. Qu'est-ce qui se passe après? Après, c'est simple. J'ai passé trop vite, je ne peux pas revenir en arrière, mais après 70, on manque de sources jusqu'aux alentours de 200. Avec les écrits rabbiniques. C'est difficile de savoir de quand date le matériau rabbinique, mais on a tendance à dire que s'il est compilé par écrit en 200, c'est que la tradition orale remonte quand même un petit peu avant, donc ça peut peut-être servir. En tout cas, les rabbins estiment qu'à un moment donné, certes, il faut faire confiance en Dieu, mais il ne faut pas non plus pousser la catastrophe à son comble, et qu'à un moment donné, il faut aussi faire confiance que Dieu interviendra quand il l'aura choisi, faire confiance que le temps de Dieu est le meilleur temps possible, et les rabbins prêchent qu'il faut obéir à Rome, mais oui, effectivement, ne pas faire confiance aux Romains, accepter qu'un jour aura lieu cette guerre eschatologique, que certains peut-être ignorent la réponse à cette question, mais attendent peut-être encore. En tout cas, eux sont morts sans avoir vu cette guerre, mais en l'attendant fermement. Pour conclure, sur la période qui m'intéresse, les Juifs sont passés d'une confiance transférée par le Temple. On n'est pas dans un lien direct entre l'individu et le pouvoir étranger. Le Temple s'interfère dans cette relation de confiance, crée une double connexion. On est passé de cette confiance transférée et héritée, d'empire en empire, à une guerre eschatologique, la guerre messianique des temps de la fin. Parce que le peuple a perdu confiance dans ses élites, parce que les élites ont perdu confiance dans le pouvoir supérieur, parce que finalement, on se défie progressivement du concept monarchique même, on attend que Dieu gouverne lui-même son peuple, parce qu'à l'époque hellénistique, on voit qu'un roi c'est dangereux, et à l'époque romaine, on en vient à croire que finalement l'ordre social tout entier mène à ces dangers-là. Donc on observe une radicalisation progressive des idées séditieuses, et après 135, l'obéissance devient de mise, mais les rabbins, pour mettre tout le monde d'accord, précise que la confiance est interdite, bien entendu. Il n'y a qu'en Dieu qu'on peut faire confiance. Vous voyez ce jeu rhétorique de cumuler tout ce qui est contraire pour dire que finalement, l'avenir appartient à Dieu et que oui, un jour, ayez confiance, ayez foi en cela, Dieu nous fera justice de toutes les peines que nous aurons endurées patiemment en attendant son intervention. Je vous remercie. Bonjour à tous. On va rester dans le domaine de la confiance dans la sphère politique, mais on va quand même faire un bond dans le temps comme promis. On va faire un bond dans le temps de 2000 ans, plus de 2000 ans, pour aborder la question de la confiance, disons dans la période très contemporaine, même actuelle, dans l'État. Et je vais essayer de vous montrer l'importance des pratiques dans la construction du sentiment de confiance dans les institutions étatiques. D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que la question de la confiance, elle sert de principe de légitimité régulièrement aux législateurs, à ceux qui font les lois. Il suffit, en France, en tout cas aujourd'hui, il suffit de se souvenir que la loi du 10 août 2018 avait intitulé « Point d'État au service d'une société de confiance ». C'était pour réguler les activités économiques. La loi sur l'école du 28 juillet 2019, c'est pour une école de la confiance. Et donc on voit, la confiance est régulièrement affichée comme un principe de légitimité. Et il y a un premier paradoxe qui est qu'on affiche la confiance comme un principe de légitimité à une période où précisément elle a tendance à décroître, à s'éroder. Pour en avoir le cœur net, on peut se fier à certaines enquêtes, enfin assez anciennes, qui permettent de mesurer que, si on prend par exemple une question assez simple et standard comme la confiance dans les services publics, elle est passée de 52% au début des années 80 à autour de 45% à la fin des années 90.
Donc on voit que c'est plutôt, cette question de la confiance dans les institutions étatiques, elle est plutôt en décroissance, en tout cas pour la France. Et il n'y a pas de fatalité à ça, parce que si on compare à d'autres pays comme l'Allemagne, il y a plutôt, sur la même question, une augmentation de 32 à 39%. Alors évidemment, dans la matière, moi je suis très sceptique sur les comparaisons internationales, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'on mesure, et ce que les répondants mettent dans la question de services publics et d'institutions étatiques. Mais en revanche, la question de l'évolution, à mon avis, reste pertinente. Là, on va rester dans le cas français en essayant d'introduire de la comparaison à l'intérieur du champ étatique pour essayer de montrer que justement, à la différence de ces grandes enquêtes internationales où on mesure la confiance dans l'État au sens générique et large, on va essayer de regarder ce qui se passe au niveau de la confiance dans des institutions étatiques particulières, autrement dit d'essayer de restituer le rapport des enquêtés à un champ étatique, ou en tout cas à plusieurs institutions étatiques. Et ce que je vais essayer de montrer, c'est que en fait, le problème de ce terme de confiance, c'est qu'il renvoie à des significations différentes. C'est un terme quand même très polysémique, c'est à la fois une confiance théorique, une confiance générale, et qu'on peut enregistrer quand on pose la question de la confiance, mais c'est aussi, et il ne faut pas l'oublier à mon avis, une question pratique, une question de confiance pratique qui est la propension à s'en remettre à des institutions étatiques pour régler des problèmes, pour régler des litiges. Alors pour ça, je vais prendre trois exemples d'institutions, trois cas d'institutions assez on va dire centrales, pour ne pas dire régaliennes, la police, la justice et l'administration fiscale, à partir d'une enquête qui est une enquête essentiellement statistique. C'est les résultats de cette enquête statistique que je vais vous montrer là, qui s'appelle donc Pratique et représentation face à l'État. C'est une enquête qui repose sur un échantillon représentatif qui a été dispensé grâce au dispositif Ellipse, et qui repose sur un échantillon représentatif France entière, d'un peu plus de 2900 personnes au départ. Ayant rempli l'enquête, ça fait environ 2700. Et l'avantage, c'est que d'abord, c'est un gros échantillon par rapport aux enquêtes internationales. C'est une enquête qui est passée en février 2017. Et puis surtout, elle permet, disons, à la différence des enquêtes par Internet, hein, c'est une enquête où on a tiré des personnes sur le recensement et à qui on a donné une tablette, on a donné un questionnaire, ce qui évite en fait certains biais de sélection. Alors, qu'est-ce qu'on peut mesurer comme résultat important? D'abord, comme je l'ai dit, hein, il faut essayer de restituer la question de la confiance dans l'État à travers les différentes institutions étatiques. Et le premier résultat frappant, c'est que quand on demande est-ce que vous avez plutôt confiance ou tout à fait confiance dans telle ou telle institution, on se rend compte que les résultats sont assez variables et que ça va de la confiance dans la police, vous voyez, qui atteint près de 80% en fait, hein, donc en 2017, de gens qui ont tout à fait confiance dans la police, et par opposition, on pourrait dire, l'institution judiciaire, la justice, où on arrive à près de 50%. Alors, sur cette question du rapport à la police, en fait, on a là aussi un peu de profondeur historique, et on peut voir que cette confiance dans la police, elle a plutôt augmenté. Alors, les manières de l'expliquer, si on se réfère par exemple à un classique de la science politique américaine, Tom Tyler, c'est en général de dire, en fait, les gens ont confiance dans les institutions si elles agissent de façon s'ils perçoivent qu'elles agissent de façon équitable et juste. Et donc, en fait, si les gens n'ont plus confiance dans la police, c'est parce qu'ils pensent qu'elle agit de façon inéquitable, et l'inverse. Or là, en fait, ce qui est intéressant dans ce premier résultat, c'est que si on compare avec l'autre question, donc, qui est en orange plus foncé, on va dire, hein, c'est pas la couleur de l'origine, mais sur la question de savoir si elle traite tout le monde de la même façon, on se rend compte que la police est à la fois l'institution dans laquelle on a le plus confiance, et en même temps, celle où on est le moins persuadé qu'elle traite tous les gens de la même façon. Et à l'inverse, la justice est l'institution dans laquelle on a le moins confiance, et pourtant, où on est le plus convaincu qu'elle traite tous les gens de la même façon. Donc c'est ce paradoxe qu'il va falloir essayer d'expliciter. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que les objectifs ne sont pas les mêmes, et qu'il y a un objectif relativement consensuel associé à la police, qui est l'idée de maintien de l'ordre, à la différence des deux autres institutions, l'administration fiscale et la justice, où en fait ce sont des objectifs, là en l'occurrence la justice fiscale, ou pour ce qui est de la justice, ça peut être à la fois précisément réprimer avec efficacité, ou alors juger de façon équilibrée, protéger les faibles ou préserver
les intérêts des parties, et que donc en fait selon les personnes on peut associer des objectifs différents à l'institution judiciaire, et évidemment ça peut créer des dissensions. Alors qu'est-ce qu'on peut dire si on rentre ensuite un peu dans les caractéristiques sociales de la population et de ceux qui adhèrent plus ou moins à ces différentes institutions. Si on regarde d'abord par catégorie socio-professionnelle, ce qui frappe d'abord, bon, alors on peut faire une première remarque, j'ai mis en gras les chiffres qui sont significatifs, hein, c'est sur les non-réponses. En fait, c'est essentiellement chez les ouvriers et les employés, c'est-à-dire en fait chez les membres des classes populaires, il y a le plus souvent des non-réponses, c'est-à-dire que les enquêtés en fait, sont les plus démunis face à cette question de la confiance. C'est important de le relever. Mais ensuite, au-delà de ça, ce qu'on voit, c'est que plus on grimpe dans la hiérarchie sociale, et en gros, plus on a confiance dans les institutions étatiques. Hein. Vous voyez, avec des taux qui sont très importants chez les cadres et professions intellectuelles du supérieur, hein, avec 83%, 80%, avec ceci dit quand même d'importantes variations selon les institutions, et on peut dire que la question de la position sociale, elle est très clivante pour la relation aux services fiscaux et la relation à l'institution judiciaire. Elle l'est finalement plutôt moins pour la relation à la police. Il faut garder là aussi cette différence en tête, où à chaque fois on a d'une certaine manière la police d'un côté et les services fiscaux et la justice de l'autre. Alors on peut prendre une autre variable, et je n'ai pas fait de grosses régressions logistiques pour ne pas compliquer la chose, mais en fait les résultats sont relativement solides et apparaissent aussi si on fait un raisonnement toutes choses égales par ailleurs avec ces variables. Mais là, pour que ça soit plus simple, j'ai fait des traits croisés. Cette variable de la confiance dans les institutions étatiques, elle apparaît aussi très dépendante, ou en tout cas très corrélée avec la question de l'âge, où on voit que là aussi, plus on avance en âge, alors d'abord un petit mot aussi sur les non-réponses, hein. On voit que là c'est les moins de 29 ans qui ont les plus fortes non-réponses, et notamment sur la question de la confiance dans les services fiscaux, mais ça on peut l'associer au fait que quand on est sur la déclaration de ses parents, on se déplace peut-être sans doute moins au contact de l'administration fiscale, voire pas du tout. Mais au-delà de ce premier élément sur les non-réponses, ce qu'on voit, c'est qu'en gros, plus on avance en âge, plus on a confiance dans les institutions étatiques, avec là aussi quand même des différences. Et l'institution qui est le plus clivée de ce point de vue-là, c'est sans doute l'institution, l'administration fiscale et la police, alors que du point de vue de la justice, on voit que le clivage de l'âge apparaît moins fort. Alors ce que je veux aborder maintenant, c'est sortir de cette conception très théorique en fait, et abstraite de la confiance, où on demande aux gens est-ce que vous avez confiance dans telle ou telle institution, et où d'une certaine manière on essentialise, ou en tout cas on substantialise comme ça la question de la confiance sans trop savoir ce que les gens mettent derrière, et en essayant d'adopter une conception plus pratique de la confiance, c'est-à-dire l'idée que la capacité des gens, la propension des personnes à s'en remettre à une institution étatique. Alors pour ça, dans le questionnaire, on a plusieurs questions, et notamment, là je vais prendre la question, alors pour la police, pour le rapport à la police, je vais prendre la question des conflits de voisinage. C'est-à-dire qu'on a demandé aux gens, est-ce que, on a essayé de savoir pour tel ou tel type de conflit, quelle était la réaction des enquêtés. Donc pour un conflit de voisinage, on demande d'abord aux gens, est-ce que vous avez eu un conflit de voisinage, du type bruit, clôture, ou des choses comme ça. Et on se rend compte qu'il y a 30% des personnes qui ont eu un conflit de voisinage. Et par rapport à ce conflit de voisinage, il y a plusieurs réactions possibles. Il y a certains qui ont saisi le maire, il y a certains qui ont saisi un conciliateur de justice, et 20%, 19 plus exactement, ont saisi la police. Donc on essaye de voir quelles sont les caractéristiques de ces gens qui ont saisi la police après un conflit de voisinage, c'est-à-dire qui ont pensé s'en remettre à la police pour régler ce conflit. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a 27% des ouvriers qui déclarent avoir recours aux forces de l'ordre après un conflit de voisinage, et seulement 16% des cadres. C'est-à-dire, si vous vous souvenez du rapport de tout à l'heure, c'était 73% contre 83%, c'est-à-dire que la position sociale ne joue pas dans le même sens. C'est-à-dire que les ouvriers ont plutôt tendance à moins déclarer qu'ils font confiance à la police par rapport aux cadres. En revanche, en situation concrète de conflit de voisinage, ils ont plus tendance à s'adresser aux forces de l'ordre
que les personnes du haut de l'échelle sociale. Et donc on commence à percevoir cette idée que finalement on mesure des relations de confiance qui sont de nature assez différente entre la relation théorique et la relation pratique. Alors, on peut le faire aussi, je vais le faire rapidement sur les conflits de consommation, mais en gros, c'est la même chose. On demande est-ce que vous avez eu un conflit avec une entreprise commerciale du type téléphonie mobile ou autre. Là, on a encore à peu près la même proportion, 31% de gens qui déclarent un conflit. On regarde, là c'est beaucoup plus petit, quels sont ceux qui ont été en justice et quels sont ceux qui ont fait autrement. Et il est intéressant de voir, alors là le clivage c'est plus sur les personnes qui résident en zone rurale, dans les petites villes, et ceux qui résident dans l'agglomération parisienne, mais que les rapports ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire que ceux qui vont en justice ne sont pas ceux qui, ou en tout cas pas exactement, ceux qui déclarent avoir le plus confiance dans l'institution judiciaire. Alors c'est aussi ce paradoxe-là qu'il va falloir expliquer dans le temps qui reste, donc j'accélère un petit peu, mais pour en venir à ma troisième partie, la plus importante, c'est justement précisément le rôle des pratiques, c'est dans la socialisation à l'État et dans le rapport aux institutions étatiques. Pourquoi je dis que c'est la plus importante? Parce que précisément pour cette question de la confiance qui est quand même très très étudiée par beaucoup de politistes et d'économistes dans les enquêtes internationales, où on fait des comparaisons entre pays, ce qui est systématiquement occulté d'une certaine manière, c'est le poids des pratiques, c'est-à-dire que c'est systématiquement la définition abstraite de la confiance qui est privilégiée. Or là, ce qu'on constate quand on regarde à la fois, disons, quels sont ceux qui font confiance à la police, et donc il a regardé tout le temps les deux mêmes questions, hein, c'est-à-dire confiance dans la police et la police ne traite pas tout le monde de la même façon, et qu'on croise avec le fait d'avoir des contacts avec la police. Alors qu'est-ce que c'est que ces contacts, hein? Il y a 36% des personnes qui déclarent avoir été en contact avec la police au cours des 2 dernières années. En général, c'est surtout pour des plaintes, des demandes d'intervention, 59%. Ça peut être des contrôles routiers, 4%, ou des convocations, 4%, et des contrôles d'identité, mais là c'est tout petit, c'est 1%. Ce qu'on constate, c'est que plus les gens ont des contacts avec la police, et moins ils ont confiance. Et encore une fois, c'est pas forcément des contacts contraints, hein, c'est des contacts sollicités le plus souvent, puisque c'est des demandes d'intervention. Donc plus on a de contact avec la police, et plus d'une certaine manière le sentiment de confiance s'érode, et plus on a de contact avec la police, et plus on a le sentiment que, ou en tout cas plus nombreux sont les gens qui pensent qu'elle ne traite pas tout le monde de la même façon. Alors on va le faire avec les autres, et donc on commence à voir que cette question des pratiques, elle influe assez directement sur le sentiment de confiance qu'on mesurait tout à l'heure. Si on le fait avec l'administration fiscale, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas de nécessité à cette relation-là, puisque précisément, dans le cas de l'administration fiscale, c'est le contraire. Quand on demande aux gens, et là aussi on a plus de 45% des gens qui déclarent avoir eu un contact avec le fisc au cours de l'année écoulée, alors c'est contact au sens large, hein, ça peut être souvent c'est le fait de se déplacer au guichet, mais ça peut être d'autres types de contacts. En tout cas, c'est des questions ou des litiges qu'on a apportés dans l'administration fiscale. Plus les gens qui n'ont eu aucun contact ont plutôt moins confiance dans l'administration fiscale que ceux qui ont eu un ou plusieurs contacts. Et de même, ceux qui ont eu aucun contact sont moins souvent persuadés que le fisc ne traite pas tout le monde de la même façon. Et donc d'une certaine manière, on a une relation inverse par rapport à l'institution policière, c'est que, si vous vous souvenez, par rapport à l'institution policière, en gros, l'institution policière gagne à ne pas être connue, c'est-à-dire qu'on a d'autant plus confiance en elle qu'on n'a pas affaire à elle. Et encore une fois, il ne s'agit pas des contrôles d'identité, c'est 1%, il s'agit des sollicitations et des plaintes. Alors qu'à l'inverse, l'administration fiscale, on peut dire, gagne à être connue, puisque plus on a de contact avec elle, et plus et plus le sentiment de confiance augmente. Si on le fait par rapport à la justice, alors d'une certaine manière, la socialisation au tribunal et au droit, c'est plus flagrant pour la police, mais ça joue dans le même sens, c'est-à-dire que les gens qui n'ont jamais eu affaire à la justice sont plutôt, vous voyez, on est à plus de 50% de gens qui lui font confiance, tout à fait confiance ou plus confiance, et ceux qui ont eu affaire pour une affaire ou même pour plusieurs affaires, on a le sentiment de confiance qui décroît. Et donc là aussi, disons, plus on a eu affaire à la justice et moins on a confiance, et de la même façon, plus on a le sentiment que la justice ne traite pas tout le monde de la même façon. Et mon dernier point, ça sera pour encore
affiner cette question du contact et de l'expérience, parce qu'en fait, quand on parle de contact avec l'expérience, avec l'institution judiciaire ou de contact avec la police, en fait, ça renvoie à des types de contacts qui sont très différents et qui n'ont pas le même sens. Et alors, on peut le voir de façon très claire sur la justice quand on demande quels sont les tribunaux qui sont fréquentés, où là aussi on croise en fait par les types de tribunaux fréquentés et on voit que ceux qui ont... Alors on peut faire 2 groupes en fait, hein. Là on a fait 4 groupes, et j'ai mis des effectifs entre parenthèses pour disons, étayer de la significativité. D'un côté les affaires familiales et la justice administrative, où en gros, quand on a des contacts, enfin en tout cas quand on a des affaires devant ces tribunaux-là, ça n'entache pas trop disons, la confiance qu'on a dans l'institution judiciaire. Et à l'inverse, dans le cas des conflits au travail, c'est-à-dire les prud'hommes ou la justice pénale, dans ces conflits-là, c'est quand on a eu ce type de contact avec l'institution judiciaire qu'on a le plus, disons, on est le plus porté à croire que la justice ne traite pas tout le monde de façon équitable, ou encore que on a moins confiance dans la justice. Alors, une des explications, mais ça il faudrait développer, là j'ai pas le temps, hein, c'est par l'observation et par les entretiens, hein, c'est que en fait, ces tribunaux ne fonctionnent pas de la même façon, c'est-à-dire que la justice des affaires familiales, très souvent c'est des séparations, et très souvent le juge entérine des situations de fait, en fait, hein, et des situations qui ont déjà en fait, été d'une certaine manière arbitrées. La justice administrative, elle est souvent très technique et très impersonnelle, à la différence de la justice du travail et de la justice pénale, qui en fait sont des tribunaux qui prennent en charge des histoires de vie en fait, et c'est ce que ça révèle à mon avis aussi là derrière, c'est la difficulté de l'institution judiciaire à justement encadrer et réguler des histoires de vie, parce que les conflits du travail, souvent c'est des gens qui ont énormément d'ancienneté dans une entreprise et qui sont en conflit avec leur employeur. Et la justice pénale, c'est aussi des cas qui ont bouleversé des vies, et c'est sans doute, voilà, mais ça pèse sans doute évidemment dans la relation entretenue à l'institution étatique. Et en tout cas, ce qu'on peut en déduire, c'est que non seulement l'expérience au contact des institutions modifie durablement, disons, la relation de confiance, mais que aussi, selon les types d'expérience, ça n'a pas le même sens. Donc la conclusion, c'est précisément que il n'existe pas de relation uniforme à l'État. Hein. On l'a vu, il y a quelques régularités quand même à retenir. Hein. Plus on grimpe dans la hiérarchie sociale, plus on a confiance dans l'État, mais c'est pas tout à fait indifférent. Et si on reprend ce que j'ai démontré en partie 3, c'est aussi en grande partie, sans doute, parce que en haut de la hiérarchie sociale, on a des expériences des institutions étatiques, disons, plus heureuses, plus maîtrisées, parce qu'on arrive à maîtriser le droit, on arrive à mieux maîtriser les procédures, on est mieux encadré, et donc c'est sans doute aussi encadré dans la pratique. Et puis, plus on avance en âge, plus on est confiant dans les institutions. En revanche, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces différences-là, elles sont étroitement liées à une relation pratique aux institutions qui modifie les rapports de confiance, avec notamment deux groupes d'institutions, en fait la police et la justice, où plus on a d'expérience au contact de ces institutions et plus le rapport s'érode, à la différence de l'administration fiscale. Et voilà, et pour terminer, alors pour ouvrir sur peut-être d'autres chantiers de recherche, hein, évidemment ce qui pourrait être intéressant de voir, c'est dans quelle mesure les transformations de l'État, le rétrécissement de la puissance publique a des effets sur la relation aux institutions étatiques, et puis éventuellement, dans quelle mesure l'accroissement des inégalités peut avoir aussi des effets sur la relation à l'État. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je commencerai juste par vous demander une faveur. Est-ce que vous m'autorisez à rester assis pour la communication? Oui. Alors, les juristes sont un peu originaux dans l'univers des sciences sociales. Ils sont en mode un peu archaïque, un peu déviant. Ils ne font pas de PowerPoint, ils portent une cravate et ils font des plans en 2 parties. Donc, j'espère que vous tolérez cette déviance. Alors, l'objet de ma communication, donc, qui porte sur le contrôle populaire des élus, est parti d'une interrogation. Est-ce que les systèmes constitutionnels et politiques occidentaux ont peur du peuple?
Alors a priori la réponse est négative. La République française, par exemple, est démocratique. Le peuple exerce le pouvoir soit directement par le biais du référendum, soit en déléguant son pouvoir aux représentants de la nation. Pourtant, lorsqu'on regarde de plus près, le peuple est invisible. La pratique du référendum est extrêmement rare et le peuple élit ses représentants tous les 5 ans et ensuite disparaît. Alors pour reprendre une métaphore d'un politiste italien, Giovanni Sartori, le pouvoir du peuple reste en sommeil. Il est un souverain par intermittence et, si on en croit Jean-Jacques Rousseau, le peuple est esclave de ses représentants entre les échéances électorales. Alors pourquoi est-ce qu'on observe une léthargie du peuple? À mon sens, ça remonte à l'instauration du gouvernement représentatif. La France et tous les autres régimes occidentaux sont des gouvernements représentatifs, dont des représentants sont désignés pour exprimer la volonté du peuple et parler en son nom. Or, je crois qu'il est important de rappeler que le gouvernement représentatif, à l'origine, n'a rien à voir avec l'idée démocratique. Bien au contraire, on les a opposés. Et il suffit de relire des auteurs comme Hobbes, le premier penseur du régime représentatif, Montesquieu, Rousseau ou James Madison, pour mesurer la portée de l'opposition entre représentation, gouvernement représentatif et démocratie. En ce qui concerne, là encore, l'histoire des doctrines en France, si on lit un auteur comme Sieyès, on est aussi frappé de cette hostilité au pouvoir du peuple et de la dangerosité, selon lui, de la démocratie directe ou de la démocratie semi-directe. Ce qu'on observe, je crois, c'est que chez les partisans du gouvernement représentatif, ce type de régime repose sur une méfiance vis-à-vis du peuple. Cette méfiance vis-à-vis du peuple, je crois qu'elle est encore très largement répandue aujourd'hui dans la classe politique. On l'a vu au moment des débats sur l'organisation potentielle du référendum sur le refus de la privatisation de l'aéroport de Paris, où on a invoqué le caractère antidémocratique du référendum. Donc ces opinions politiques, qui sont aussi assez répandues dans la doctrine universitaire, elles reflètent une opinion une défiance quasi aristocratique vis-à-vis du peuple. Et à mon sens, le gouvernement représentatif, il est avant tout démophobie avant d'être devenu, par l'extension du droit de suffrage politique, démocratie. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que la défiance a changé de camp, ou du moins elle a gagné l'autre rive. Les citoyens expriment de diverses manières une défiance envers les institutions politiques, comme ça a pu être abordé, et il suffit de prendre la crise des Gilets jaunes, mais encore le taux de participation législative en 2017, moins d'un électeur sur 2 s'est déplacé aux urnes. Si on observe encore le baromètre de la confiance politique du CEVIPOF, on voit que la confiance des électeurs dans les élus se détériore, se délite. Donc l'objectif de mes recherches, c'est de se demander comment est-ce qu'on pourrait parvenir, au niveau des institutions juridiques, à restaurer, à renouer le lien de confiance. Alors je pense que la voie de la démocratie directe, elle n'est plus envisageable, pas envisageable, parce que l'immense partie de la population n'a pas le temps, ou même l'envie de gouverner, de participer à la conduite des affaires publiques. Alors on a souvent vanté dans le passé les mérites d'une deuxième voie, la démocratie participative, qui était la promesse d'un réenchantement démocratique, mais qui, à mon sens, a montré ses limites. Parce que la démocratie participative, c'est principalement des consultations de la population, mais la population n'a aucun pouvoir décisionnel. Donc la troisième voie que j'essaye d'explorer, c'est ce que j'ai appelé le contrôle populaire des élus. C'est une voie qui consiste à donner aux gouvernés un pouvoir de contrôle, un pouvoir de surveillance ou un pouvoir de sanction sur les gouvernants. Et donc ces voies que j'ai appelées le contrôle populaire des élus, il y a deux grandes modalités que je verrai donc, comme annoncé, en deux parties. D'abord, la surveillance des élus par la population, et ensuite la sanction des élus par les électeurs.
Alors l'idée d'un contrôle populaire sur les élus, elle est apparue dès la Révolution française, avec notamment cette idée de surveillance des parlementaires par les élus. Mais elle s'est développée ensuite, par la suite. Et le concept clé pour la comprendre, c'est le concept de publicité qui a émergé dans le discours politique, mais aussi dans le discours philosophique à la fin du XVIIIe siècle. Alors à mon sens, il y a deux étapes dans l'évolution de la publicité comme support du contrôle des représentants. Il y a d'abord la publicité de l'action des élus, et ensuite la publicité aujourd'hui des informations personnelles des élus, qu'on connaît aussi sous le nom de transparence de la vie publique. Alors s'agissant de la publicité de l'action des élus, ce qui est intéressant de voir, c'est comment elle s'est développée dans les assemblées parlementaires. Et en France, en 1789, en mai 1789, il y a eu un débat très vif sur le fait de savoir si on devait ou non permettre une publicité des travaux parlementaires. Est-ce qu'on devait permettre l'accès de la population à la salle de délibération, et est-ce qu'on devait diffuser le résultat des délibérations du corps législatif? Les révolutionnaires ont choisi, finalement, c'est inscrit noir sur blanc dans la Constitution de 1791, les délibérations du corps législatif seront publiques et les procès-verbaux des séances seront imprimés. Pour cette formulation, elle montre les deux modalités de la publicité parlementaire, l'accès du public aux délibérations et la publication des travaux parlementaires, à l'époque en version papier et aujourd'hui une publication en ligne. Et cette publication, cette publicité parlementaire, elle a tout de suite été perçue par certains philosophes, je pense notamment à Bentham, à Constant et plus proche de nous à Habermas, comme une modalité de contrôle de l'action des élus par les électeurs. La difficulté de cette modalité de contrôle de l'action des élus par les électeurs, c'est qu'elle se limite à un espace et un temps très restreint. C'est le temps législatif. On ne peut pas contrôler ce qui se passe en dehors des salles du Parlement. Et donc, la publicité de l'action des élus, elle a connu un degré supplémentaire avec, principalement depuis les années 70, le développement d'une transparence de la vie publique. Et on a vu commencer à apparaître un accès du public aux données personnelles des élus. Alors, là encore, les sources de cette publicité des données personnelles des élus, on les trouve dans la Révolution française. Lors de la Révolution française, la Convention avait adopté un décret qui obligeait les élus à publier l'état de leur fortune au début de la Révolution et à la fin de leur mandat pour vérifier s'il n'y avait pas eu un enrichissement frauduleux du parlementaire. Alors ce décret n'a pas eu de suite et il faut attendre la Ve République pour qu'on revoie apparaître une idée de transparence de la vie publique. Et principalement, alors après plusieurs tentatives dans les années 88 et 95, on a mis en place une transparence de la vie publique, mais c'était une transparence opaque. On exigeait des élus, notamment des parlementaires et des membres du gouvernement, de remplir des déclarations de patrimoine, qui devaient faire l'inventaire de leur patrimoine, mais ces textes étaient transmis à une commission et ils n'étaient pas diffusés au public. Jusqu'en 2013, il n'y avait qu'un seul élu qui voyait sa déclaration de patrimoine publiée, c'était le chef de l'État. En 2013, les choses ont profondément évolué grâce à Jérôme Cahuzac. Et donc l'affaire Cahuzac, sur laquelle je ne reviendrai pas, le législateur a adopté en octobre 2013 deux lois très importantes, les lois sur la transparence de la vie publique, qui ont bouleversé la question en France du contrôle populaire des élus. Avec ces lois, on a repris le dispositif de la déclaration de patrimoine et on a mis en place une haute autorité pour la transparence de la vie publique qui va recevoir ces déclarations de patrimoine, les contrôler et pour certaines d'entre elles les mettre en ligne. Vous pouvez aujourd'hui consulter la déclaration de patrimoine des membres du gouvernement. Et pour les prochaines élections présidentielles, on pourra aussi consulter la déclaration de patrimoine des candidats à l'élection présidentielle. Pour les parlementaires, le système est beaucoup plus archaïque, si vous me permettez le terme, puisque pour consulter la déclaration de patrimoine d'un parlementaire, il faut se rendre en préfecture.
Il faut donc être un citoyen, mais il faut être un électeur. Une personne étrangère ne pourra pas consulter une déclaration de patrimoine d'un parlementaire, alors que sur Internet, tout le monde peut consulter les déclarations de patrimoine. Donc on se rend en préfecture, on demande à avoir accès à la déclaration, et on ne peut pas prendre de notes, ni la photocopier, ni parler de son contenu. C'est un mode de publication assez spécifique. Les parlementaires qui votent la loi ont décidé de se ménager un régime de transparence, là encore, semi-opaque, pour éviter que trop d'électeurs aillent voir ce qu'ils possèdent comme bien et dans leur patrimoine. Alors à côté de ça, la loi de 2013 ont créé un autre instrument, ce sont les déclarations d'intérêt et d'activité, qui doivent permettre de faire la lumière sur les liens d'intérêt et les potentiels conflits d'intérêts des parlementaires et plus généralement de beaucoup d'élus locaux et nationaux. Et les déclarations d'intérêt, elles sont jugées moins sensibles que les déclarations de patrimoine, donc elles sont accessibles en ligne. Vous pouvez consulter les déclarations d'intérêt du maire de votre ville, de votre député, d'un ministre, etc. Là encore, sur le site internet de la Haute Autorité pour la transparence de la vie. Alors ces dispositifs, ils ont été mis en place pour renouer la confiance des citoyens envers les élus. L'idée, c'est aussi de permettre à la population de contrôler l'action de ces élus, de contrôler si ces élus respectent bien, poursuivent bien l'intérêt général et non leur propre intérêt particulier ou celui de groupes d'intérêt. La difficulté, évidemment, c'est que ces déclarations de patrimoine, on peut les consulter, mais les citoyens n'ont pas d'autre pouvoir dans le système français actuel. C'est la raison pour laquelle on peut se demander si un contrôle populaire des élus qui serait plus efficace ne mettrait pas en place, outre une surveillance des élus, des dispositifs de sanctions populaires des élus. Et ça sera mon deuxième temps. Alors la sanction populaire des élus, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mécanismes juridiques qui permettent au corps électoral d'exprimer un désaccord avec les citoyens. Et si la sanction est adoptée, ça se traduit par une sanction très concrète. Alors, il y a deux modèles de sanctions populaires des élus qui n'existent pas en France, et que je vais vous présenter à partir des droits étrangers. Le premier modèle, c'est ce qu'on appelle le veto populaire, qui existe en Suisse et en Italie. Et le deuxième modèle, c'est la révocation populaire des élus, qui existe, qui est assez pratiquée sur le continent américain, qui existe aussi dans certains pays d'Europe. Alors le veto populaire, comment ça marche? C'est une institution qui permet au corps électoral de s'opposer à l'adoption d'une mesure votée par ses représentants en votant contre par référendum. On va organiser un référendum à la demande du corps électoral pour s'opposer à une loi votée par les représentants. Alors en Suisse, comment ça fonctionne? En Suisse, donc les lois fédérales et certains traités internationaux peuvent faire l'objet d'un veto populaire si 50 000 citoyens, ça représente environ 1% du corps électoral suisse, si 50 000 citoyens le demandent. On va, si la pétition obtient 50 000 signatures, ça va suspendre l'application de la loi qui a été votée et on va organiser un référendum. Si une majorité des citoyens suisses votent contre la loi, elle sera abrogée. En Italie, on a un autre dispositif, c'est le référendum abrogatif. C'est un référendum qui peut être déclenché à l'initiative de 500 000 électeurs. Donc ça représente là aussi environ 1% du corps électoral italien actuel. Donc 500 000 électeurs peuvent demander l'organisation d'un référendum pour supprimer, pour abroger une loi qui a été votée par le Parlement italien. Alors, il y a des exceptions, notamment pour les lois fiscales, pour éviter évidemment des vétos sur l'ensemble des lois qui instaureraient des impôts. Mais sur beaucoup de lois, en tout cas, c'est possible. Donc là encore, si les 500 000 signatures sont retenues, on organise un référendum et l'ensemble du corps électoral italien doit se prononcer pour ou contre la loi. Et si c'est contre, eh bien, elle sera supprimée, elle sera abrogée. Alors, l'institution du veto populaire, elle est assez controversée.
parce qu'elle est la plus emblématique de l'opposition qui peut exister entre les élus et les électeurs. Parce qu'elle va, sur une question donnée, réaliser une confrontation directe potentiellement directe entre la volonté des élus et celle des électeurs. C'est la raison pour laquelle certains pensent qu'elle plaide plutôt en faveur d'une défiance des citoyens envers les élus. Alors à mon sens, il y a une autre façon de voir le veto populaire. Le veto populaire, c'est surtout la possibilité donnée au corps électoral de s'opposer à la politique menée à un moment précis dans le pays. Donc le veto populaire, c'est finalement la possibilité dans les régimes démocratiques occidentaux où le pouvoir en place dispose d'une influence très forte, avec le fait majoritaire qu'on connaît en France, le parti au pouvoir contrôle le Parlement et l'exécutif. Donc le veto populaire, ça permet à une partie de la population de se poser comme un contre-pouvoir populaire pour exprimer une voix discordante. On ne sait pas tant une opposition entre les représentants en général et les électeurs, c'est une opposition entre le corps électoral et les forces politiques au pouvoir à un moment précis. Alors pour finir, j'évoquerai un cas particulier, celui de la révocation populaire des élus. La révocation populaire des élus, c'est un instrument totalement inconnu du droit français. C'est une possibilité qui est donnée aux citoyens, dans certains pays, de mettre un terme de façon anticipée au mandat des élus. C'est donc un pouvoir de destitution populaire des élus, qui peut être un pouvoir de destitution individuelle ou un pouvoir de destitution collective. Alors je prendrai deux exemples pour vous présenter ce mécanisme, notamment en ce qui concerne la Californie, qui fait partie des États fédérés américains où la révocation populaire est beaucoup pratiquée. Donc en Californie, vous avez beaucoup de fonctions élues, puisque évidemment les membres du Parlement local et de l'exécutif sont élus, mais aussi les juges sont élus. Et en Californie, tous les agents publics élus peuvent faire l'objet d'une destitution. Alors le nombre de signatures à atteindre pour organiser le référendum révocatoire, il va dépendre de la fonction. Par exemple, pour le gouverneur, et l'actuel gouverneur de Californie fait l'objet d'une procédure de révocation, même l'objet de 2 procédures de révocation. Il faut, pour organiser le référendum révocatoire, atteindre le seuil de 12% du nombre de participants à la dernière élection de gouverneur. C'est un seuil qui a été mis en place. Et lorsque on atteint ce seuil, enfin, si on atteint ce seuil, on va organiser une élection. Élection anticipée, parce que quand la procédure est enclenchée, les candidats peuvent se déclarer pour rentrer en compétition avec le gouverneur en place. Ce qui fait qu'aux États-Unis, lorsqu'on organise une révocation populaire, les électeurs, lorsqu'ils vont aux urnes, ont 2 bulletins de vote. Le premier, c'est êtes-vous pour ou contre la révocation populaire du gouverneur en place? Et le deuxième, c'est si le oui l'emporte, donc si le gouverneur est révoqué, pour qui votez-vous? L'idée, c'est d'éviter une discontinuité du pouvoir. Donc ça, c'est un cas assez original. Il y a un autre cas qui est très original et qui, à mon sens, pourrait être intéressant pour une mise en place en France. Je laisserai ça à votre appréciation. C'est le système qui est pratiqué en Suisse. Dans certains cantons suisses, dans 6 cantons suisses, eux ont mis en place une révocation collective des élus qui s'apparente à un droit de dissolution populaire. Donc dans ces cantons, notamment dans le canton de Schaffhaus, 1000 électeurs peuvent demander la dissolution populaire de l'Assemblée législative locale. Ce qui permet de révoquer non pas un élu, mais de renouveler intégralement l'Assemblée locale. Ce qui permettra beaucoup plus facilement de, le cas échéant, modifier la politique qui est menée. Alors, ces procédés, révocation populaire et veto populaire, elles existent à l'étranger, mais elles demeurent peu développées parce qu'elles rentrent en contradiction avec la logique du mandat représentatif tel qu'il existe dans les démocraties représentatives, et en particulier en France, qui a peut-être inventé ce type de mandat, notamment sous la plume de Sieyès et de Condorcet.
Donc la logique du mandat représentatif, elle veut que l'élu soit totalement indépendant de ses électeurs. Il n'a aucun compte à lui rendre et il ne peut pas être révoqué par eux. Alors, outre le dogme du mandat représentatif, il y a un autre risque, évidemment, c'est la menace du populisme. Alors, comme je dois conclure, je conclurai en ayant des propos positifs à l'égard de ces mesures. Je pense que l'avantage du contrôle populaire des élus, c'est finalement pas tant d'introduire, de renouer la confiance entre les élus et les électeurs, parce que ça c'est extrêmement difficile à mesurer. Je ne pense pas que l'effet de ces mesures, ça soit d'instaurer une défiance des électeurs envers les élus, mais ce serait plutôt un témoignage de la confiance que les institutions politiques doivent avoir dans le peuple, en leur donnant un pouvoir politique plus important. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je tiens à me joindre également aux précédents orateurs pour remercier la Fondation et sa présidente et son comité scientifique, d'une part pour avoir retenu ma communication, ma proposition, et aussi pour associer chaque année autant de chercheurs issus d'horizons aussi différents. Je trouve que c'est assez intéressant, en tout cas pour moi, venant de l'Antiquité lointaine, de pouvoir parfois dialoguer avec plus ou moins de bonheur avec mes collègues de différentes sciences sociales. Alors, le sujet auquel nous étions invités à parler lors de cette journée était celui des crises au pluriel de confiance que traversent nos sociétés contemporaines démocratiques. Si la confiance demeure en effet une vertu cardinale des relations politiques dans les régimes démocratiques actuels, construits autour de l'élection et de la délégation de pouvoir, on vient d'en parler à l'instant, qu'en est-il des systèmes autoritaires, autocratiques, monarchiques, qui reposent, eux, sur des bases très différentes? Que peut apporter aussi un historien de l'Antiquité dans un débat qui relève plutôt des sciences sociales? Un détour par l'Antiquité, parce qu'il implique une forme de dépaysement et un décentrage du regard, permet de cerner ces questions des liens entre confiance et crise sous un angle original. Faute de pouvoir embrasser l'Antiquité dans son ensemble, mon terrain d'observation va être l'Empire romain, du 1er siècle avant notre ère jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ, en particulier la période qui s'étend du fondateur, Auguste, 27 avant notre ère, jusqu'aux crises et mutations du 3e siècle après Jésus-Christ. L'enquête vise autant à étudier les relations entre crise et confiance, on pourrait dire les relations de confiance, que la communication politique qui accompagne ces phénomènes, autrement dit le discours des gouvernants sur la confiance. Alors, confiance, fides et numismatique. Alors, discipline qui traite de la documentation monétaire, ancien rameau des humanités, la numismatique ouvre des perspectives inédites sur le sujet, dans la mesure où elle fonde son analyse sur une documentation produite de manière sérielle, continue et massive sous le Haut Empire. Même si la monnaie vise avant tout à instaurer des échanges tarifés contrôlés par et pour un État, elle constitue aussi, dans un second temps, un vecteur essentiel de communication politique et de diffusion des représentations du pouvoir, en des époques caractérisées par l'absence de mass média. En soi, l'acceptation et l'utilisation d'une monnaie dans les échanges implique une reconnaissance réciproque, ainsi qu'un lien de confiance entre le pouvoir émetteur et les usagers, composé de groupes sociaux très divers. Et la monnaie est souvent fiduciaire, le fides, confiance en latin précisément. Et il faut rappeler une chose, c'est que dans l'Antiquité, les différents types de monnaies correspondaient aussi à des utilisations dans des groupes sociaux, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Même si effectivement le billet de 500 €, on ne le voit pas tous les jours passer, il est réservé à une frange particulière de la société, ça peut être les hommes d'affaires allemands ou les mafieux, mais disons que dans l'Antiquité, l'or est plutôt réservé aux élites, pour dire les choses simplement, l'argent aux agents de l'État, aux soldats, et le bronze aux petites transactions, ce qu'on appellerait le small change.
Donc, du point de vue de la communication politique, les mots et légendes, des images des droits et des revers des monnaies, donc côté pile, côté face, la légende c'est le texte sur la monnaie, impliquent pour une bonne réception des messages des prérequis, à savoir une sorte de culture des signes, ainsi qu'une vulgate sémantique commune. La bonne lecture et la compréhension du message, selon la logique émetteur-récepteur, peuvent être plus ou moins aussi ségrégatives, selon la culture et le rang social des destinataires. Enfin, dernier avantage de la monnaie et non des moindres, il s'agit d'une source qui émane directement du pouvoir qui l'a produite, contrairement aux textes littéraires antiques composés de témoignages biaisés par les points de vue de leurs auteurs. En d'autres termes, on connaîtra mieux la politique et l'idéologie du règne de l'empereur Néron, 54-68 après Jésus-Christ, en observant ces monnaies, plutôt qu'en lisant Suétone, à l'origine de la légende noire de ce prince. Je vous ai mis un exemple du prolongement au XXe siècle de cette légende noire avec Peter Ustinov Néron dans le Peplum Quo Vadis. Le socle documentaire sur lequel repose l'étude est fondé de milliers, mais vraiment milliers, peut-être des centaines de milliers de monnaies, fort heureusement accessibles après des dépouillements fastidieux dans des catalogues et des corpus de références imprimés. Donc ici, en l'occurrence, le Roman Imperial Coinage, abrégé RIC en français, enfin en anglais et en français, on dit RIC. Et ce travail est aussi facilité depuis une dizaine d'années grâce à l'irruption des humanités numériques et des bases de données en ligne qui accélèrent considérablement le travail de collecte documentaire, dégagent du temps précieux au profit de l'analyse. Parce que la monnaie est un objet normalisé, les numismates de surcroît sont particulièrement en pointe dans ce domaine des humanités numériques et les nombreux sites institutionnels créés ces 10 dernières années en témoignent, et vous en avez un ici qui reprend sous la forme numérique les entrées des catalogues imprimés que vous voyez sur cette diapositive. Alors, naissance, développement et disparition du thème de la fides sur les monnaies. La notion de fides, qui peut être traduite en français par foi ou confiance, constitue un concept essentiel du vocabulaire et des pratiques politiques des Romains sous la République. Dans la société, le lien de bona fides, de bonne confiance, de bonne foi, garantit les équilibres sociaux afin de prévenir d'abord le désordre, puis la discorde, puis la guerre civile, ce que les Grecs appelaient la stasis, qui entraîne ensuite des conflits internes. La foi promise aussi garantit la concorde, qui est un autre mot-clé qui est lié à fides. Fides et concordia sont des deux termes essentiels, des pierres essentielles de la construction des relations politiques, sociales dans l'Antiquité romaine. À Rome, dans la ville, vous voyez ici le plan du Capitole, la confiance s'incarne dans une fides, dans une divinité, fides, aux attributs féminins, qui possède même un temple sur le Capitole, qui est la résidence des dieux civiques protecteurs de la cité, la triade capitoline. Et donc vous voyez ici le temple de Jupiter, Junon et Minerve, et face au temple, sur la droite, vous avez sur cette colline du Capitole le temple de Fides. En numismatique, la représentation de Fides demeure très rare sous la République, et elle n'apparaît que sous la forme d'un buste au droit, d'un denier d'argent frappé à l'époque de Jules César en 47 avant notre ère. Donc vous voyez ce portrait féminin avec Fides en légende devant le buste. Et cette représentation de Fides est très comparable à celle de Cérès, la divinité qui protège les cultures et qui favorise les bonnes moissons. Sous le Haut-Empire, durant la dynastie des Julio-Claudiens, qui s'étend de 27 avant jusqu'à 68 après Jésus-Christ, le thème est totalement absent du répertoire monétaire. En soi, cette absence, on le verra, est significative d'un choix politique. Le thème dans les légendes et les images, donc à la fois sur les textes et les images des monnaies, apparaît avec éclat en 68-69 après Jésus-Christ, dans les monnaillages des compétiteurs au pouvoir qui se livrent une lutte acharnée après l'assassinat de Néron en juin 68. Le thème naît donc, et il faut le souligner d'emblée, dans une période de très grave crise politique, pronunciamento, assassinat du prince, vacances du pouvoir, guerre civile. Communication sur la fides et situation de crise sont donc très liées, et comme on peut l'observer, le lien de confiance vise surtout l'armée, puisque vous avez inscrit sur les monnaies où les deux mains sont jointes Fides Exercitum, et la confiance vis-à-vis des soldats de la garde prétorienne, ceux qui sont censés protéger l'empereur mais qui le renversent aussi s'ils n'en sont pas satisfaits, Fides Praetorianorum. Alors les graphiques ici présentés peuvent permettre de résumer de manière très synthétique, synoptique, les développements du thème de la fides sur les monnaies durant cette période considérée. Donc, vous voyez là, sous la forme d'un graphique bleu,
ce sont le nombre de types, c'est-à-dire d'entrées dans le catalogue du RIC, où le mot Fides ou la représentation de Fides ou les deux sont représentés. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il existe des périodes au cours desquelles il n'y a aucune représentation de Fides, mais elles sont très rares, et on voit que cette représentation, vous voyez que c'est temporisé par les siècles. Vous voyez que plus il y a de noms, plus il y a de pronunciamento, plus il y a un enchaînement d'empereurs. Hein. C'est la même durée, mais vous voyez que le IIIe siècle, c'est un siècle où de très nombreux empereurs se succèdent. Et c'est la même durée. Ça devrait être normalement pondéré un peu par la durée de règne. Et donc ce qu'on voit, c'est une très grande diversité des choix politiques des empereurs d'utiliser ou non dans leur communication ce thème particulier. Donc dans ce deuxième graphique, vous avez toujours cette représentation en bleu qui représente cette fois-ci le nombre d'entrées dans le catalogue en général, et en rouge ici Fides, qui du coup, vous le voyez, paraît complètement écrasé par rapport à la proportion, à la masse des monnaies frappées. Alors ces deux graphiques appellent plusieurs remarques. Je le répète, donc peu d'empereurs ont exclu ce thème de leur monnayage, c'est donc un thème qui compte. Le thème demeure très rarement majoritaire, c'est ce qu'on voit ici, parfois on a des écarts très importants. Pour cet empereur, on a 16, donc c'est Adrien, 16 monnaies avec la représentation de Fides dans les catalogues, alors qu'au cours de son règne, on compte plus de 2400 entrées dans les catalogues. Donc on voit un très grand écart, et à l'inverse, on a des empereurs où vous voyez que cet écart est très faible, et il y a une très forte représentation de Fides dans leur monnayage. Donc ça, c'est le troisième point important. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que ce graphique ne tient pas compte du volume des monnaies produites, mais seulement des entrées dans les catalogues. C'est-à-dire dans un catalogue, j'ai une entrée qu'on appelle un type. Ce type peut être illustré par une monnaie, 2, 3, mais parfois par des centaines. Donc il faudrait ajouter une couche supplémentaire à ce graphique pour pondérer et essayer de voir un petit peu la masse frappée pour chacun de ces types, éléments dont on ne dispose pas. Il y a trop de monnaies aujourd'hui trouvées partout dans le monde romain, ce qui correspond à l'extension du monde romain dans les musées, partout, et on est dans l'incapacité quasi totale de pouvoir mener cette enquête. Le thème de Fides disparaît à la fin du IIIe, au début du IVe siècle, vers 315, sous l'empereur Constantin, dans des séries de monnaies d'or qu'on appelle les solidi, solidus en latin, c'est ce qui a donné le mot sou en français. Si le thème disparaît à cette date, c'est autant en raison d'un choix volontaire des princes de l'exclure, que parce que les types monétaires ont été délibérément réduits, normalisés, suite à des réformes monétaires. On a limité les images représentées, donc c'est un double mouvement qui explique cette situation. Cela ne signifie pas que la relation de confiance soit négligée dans la communication du pouvoir, mais elle est autre en quelque sorte, comme en témoignent ces anneaux d'or officiels, trouvés sur des sites militaires le long de la frontière du Rhin, proclamant la foi du détenteur vis-à-vis de l'empereur Constantin, le même que vous avez ici représenté sur les monnaies. Donc il existait des manières d'associer des groupes à des liens de confiance. Ces anneaux d'or, trouvés en grand nombre, le montrent, mais vous voyez que ça passe par d'autres médias, d'autres canaux. On retiendra aussi pour finir que contrairement à d'autres revers très banals sur les monnaies impériales, Fides ne constitue pas un thème statique qui énonce une vertu du prince pour dessiner les contours d'un roi ou d'un gouvernant idéal. Fides implique une relation, une interaction, une interdépendance, comme ça a été rappelé dans l'introduction, entre le prince et les publics visés par cette communication politique en texte et en image. Donc justement, Fides, en mots et en images. Dans les légendes monétaires, le mot Fides est généralement nominatif en latin pour énoncer un état de fait. Sous la forme Fides Augusti, la confiance de l'Auguste. On est témoin, quand on lit la légende, de cette confiance. Mais plus rarement, il est à l'accusatif ou au datif pour proclamer le lien de confiance ou exprimer une dédicace comme une forme de mise en abîme et qui obligerait l'adhésion du lecteur. Par exemple, quand on lit Fidem Augusto sur une monnaie, eh bien, on implique le lecteur, puisqu'en lisant ça, il proclame comme un acte de Fides, c'est comme s'il disait « je donne ma confiance à l'empereur ». Donc il y a une forme de participation, et c'est très rare. Et dans les cas du datif, Fidei, on donne la confiance, c'est une forme de proclamation, là également, de dédicace à la Fides de l'empereur, à la bonne foi de l'empereur, à la confiance du prince. La Fides peut être publica, public, mutua, réciproque, et en règle générale, elle se rapporte à tout ce qui concerne l'armée. Exercitus, l'armée, militum, les soldats, cohortium, les cohortes, c'est-à-dire des groupes à l'intérieur des légions, praetorianorum, les prétoriens, toujours au génitif, legionum, les légions, et equitum, mais seulement à la fin du IIIe siècle, quand ce corps de troupes devient l'élément clé des campagnes et des guerres menées par les empereurs. En image, la Fides peut être classée en 5 grands groupes. Donc je vous montre un catalogue, alors ça a un côté pot de confiture aligné sur une étagère, mais chaque image correspond en fait à une idée, et derrière son apparition et sa disparition nous en dit long sur l'emploi de la communication de ce thème dans la politique monétaire des empereurs.
Donc les mains jointes donnent à voir le serment conclu par la salutation avec la main droite, la destra, contrairement à la sinistra qui est la mauvaise main. On peut adjoindre à cette main jointe des symboles de paix ou de prospérité. Donc vous avez là ici la même main jointe, mais avec une autre légende, la fides réciproque des deux empereurs. Ces deux empereurs qui ne s'entendent pas, donc qu'est-ce qu'ils vont indiquer sur leur monnaie? Ils s'entendent de manière, ils se sont accordés une fides réciproque. Ils vont se tuer l'un l'autre, ils vont être éliminés quelques semaines après la frappe de cette pièce. Le denier ici de Vespasien, vous voyez là, associe ses mains jointes à des attributs qui sont des attributs de paix et de prospérité, un caducé, 2 épis de blé et une fleur des pavots en fait. Ou alors à des symboles militaires, donc là on est plus dans la confiance avec les soldats, puisque vous avez 2 mains jointes, de manière un peu simplifiée ou un peu caricaturale, mais qui tiennent un aigle, un aquila, c'est l'aigle, c'est l'étendard des armées romaines. Donc ces images des mains jointes apparaissent en 68-69, c'est les premières images qui mettent en scène fides sur la monnaie, mais elles vont être très peu employées après les années 150-200. Donc ça on voit que c'est un thème qui émerge, mais qui va être très peu employé. Une autre représentation fides, c'est la fides que j'ai appelée la fides civile, la confiance civile. Cette fides, elle est souvent accompagnée de la légende fides publica. Et là vous voyez fidei publica à la confiance, hein. Là on est dans le cadre de la dédicace. Que représente cette fides avec de très nombreuses variantes? Je vous montre les grandes images génériques. Et bien là, elle est représentée sous la forme d'une personnification féminine qui ressemble beaucoup à la déesse Cérès, je vous l'ai dit tout à l'heure, tenant des épis, des pavots et un plateau de fruits. Et parfois, vous avez des variantes, vous voyez ici que les pavots ont disparu et que sur cet auréus, cette monnaie d'or de l'empereur Adrien, vous voyez ici simplement des épis de blé. Alors les types les plus importants de la confiance, en fait, sont des types militaires. Donc la fides militaire peut être debout. Elle est généralement représentée sous la forme toujours d'une personnification féminine, sous ses traits tenant des symboles des armées, des étendards, des aigles, des vexillas, ce sont ces sortes de bannières qui accompagnaient les détachements de l'armée romaine. Donc, vous en voyez ici 2 exemples, et c'est vraiment l'image massive, générique, qui apparaît sous les Antonins et qui s'impose au IIIe siècle. Quand on a une monnaie fides dans la main, statistiquement, c'est cette représentation-là qu'on va avoir le plus souvent dans des collections publiques ou privées. Fides militaire assise, eh bien, c'est une déclinaison de la précédente qui apparaît assez tard, vers 220 après Jésus-Christ. Et vous voyez la fides assise, avec les mêmes attributs, 2 étendards de part et d'autre de son siège, cette espèce de trône, avec un aigle dans la main droite. Et cette image, c'est la dernière représentation de la fides, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle disparaît en 315 sur ces séries monétaires. Donc c'est une série qui apparaît très tard, mais qui va être assez importante au IIIe siècle. Type numéro 5, le thème de la fides avec l'empereur et des soldats. Donc la fides peut être également associée à des scènes très rares qui mettent en avant l'empereur dans sa relation aux soldats. L'empereur dans un cortège entouré de 2 soldats, ici armés avec leurs étendards, qui signifie bien qu'on est là dans un contexte militaire. L'empereur porte lui-même ses attributs, son manteau de général, sa cuirasse, sa lance. Et puis là, vous avez une très belle monnaie qui représente un autre type très important, qui est celui du discours aux soldats, avec le geste de l'orateur, qui est l'adlocution. Hein, et vous voyez à l'exergue de la pièce Fides Exercitus. Il existe enfin des thèmes qu'on pourrait qualifier d'hybrides, où légendes et images ne coïncident pas, ne s'articulent pas selon différents cas de figure. La fides peut devenir bonus eventus, qui est une divinité masculine. Alors vous voyez que là, dans ce cas-là, on est dans quelque chose d'un peu bizarre. Et ici, vous voyez boni evento. Et la représentation, c'est pas le dieu habituel, c'est une divinité féminine. C'est notre fides que je viens de vous montrer tout à l'heure. Dans d'autres cas, les attributs peuvent être mêlés. Attributs militaires, ici, l'étendard, et un caducé dans la main droite. Et dans d'autres cas, on est sur des configurations complètement loufoques. On a Fides Augusti, et puis une représentation de Mercure qui est unique. C'est une monnaie rare, dans une série rare, à un moment qu'on a du mal qu'on peut difficilement contextualiser. Alors pour conclure un peu longuement, parce que quand même pas... Le premier élément sur lequel j'aimerais insister, c'est à la fois sur le lien entre crise et confiance d'une part, et sur la communication politique autour de la confiance d'autre part, en montrant la nécessité de toujours bien contextualiser les situations que je viens de présenter. Il ressort d'abord qu'un pouvoir heureux, stable, sans contestation majeure, n'a pas besoin d'afficher un thème comme celui de la confiance. Elle s'impose d'elle-même, elle est. En un sens, le monarque heureux, l'autocrate heureux n'a pas à convaincre, par Jupiter. Sur la monnaie, dès lors, légendes et images servent seulement à homologuer l'objet, à lui donner les atours d'un objet d'apparat.
On n'a pas besoin de convaincre ou de faire de la propagande, et dans ce cadre, les monnaies sont l'expression d'un faste monarchique, l'expression iconique de la majesté impériale. Les crises, en revanche, révèlent des failles du pouvoir où la question de l'adhésion de toutes les composantes ou de certaines composantes du corps politique se pose avec acuité. Alors, et seulement alors, le thème monétaire de la Fidesz réapparaît pour proclamer et enregistrer une confiance réalisée ou une confiance à venir ou qu'on souhaite en ayant peur, de manière performative. On énonce une confiance qui n'est pas là, mais on espère qu'on va l'obtenir. Donc je vais prendre deux exemples choisis pour incarner mon propos. Un empereur comme l'empereur Trajan, 98-117, le meilleur des empereurs, Optimus Princeps en latin, au règne illustre, vainqueur des barbares, etc., n'a fait frapper que 3 types sur 930 connus dans les catalogues, on a un catalogue très récent, avec Fidesz. On pourrait se dire c'est totalement marginal. Si on prend la monnaie qui se trouve ici en haut, qui est connue à 2-3 exemplaires seulement, seul le premier a cette monnaie au moment de l'avènement, donc c'est une monnaie qui date de 98 et du mois de janvier, donc vraiment on est en janvier-février. On est au tout début du règne de l'empereur Trajan. Et après une brève phase d'instabilité, cette monnaie montre un lien avec une situation de crise en proclamant la Fidesz de l'armée. Le thème c'est Fides Exercit. Cette image isolée peut être considérée comme marginale. On peut aussi interpréter cet isolement comme une stratégie de raréfaction. Dans le cadre d'un monnayage ciblé et circonstancié, c'est le cas ici. Trajan se trouve à l'époque avec les armées du Rhin. Les prétoriens qui sont à Rome, et cette monnaie frappée à Rome, ont essayé d'imposer leur candidat. Le candidat a été éliminé. Trajan fait frapper des monnaies qui seront distribuées à ces mêmes prétoriens avec écrit Fides Exercit. C'est à la fois pour leur rappeler leur devoir, aussi pour leur dire vous êtes maintenant fidèle à ma personne. Vous voyez qu'une pièce même rare dans une série isolée peut avoir beaucoup de sens pour le sujet qui m'intéresse. Et je vais prendre un autre empereur que personne ou très peu de gens connaissent, c'est l'empereur Macrin de 117-118. Cet empereur, à l'inverse, a fait assassiner son prédécesseur Caracalla qui était hyper légitime, 211-217, dans un complot un peu, on pourrait qualifier un peu de loufoque et foireux. L'empereur va aux toilettes et hop, il se fait assassiner au moment d'aller aux toilettes, et donc c'est vraiment un complot raté. Le premier empereur romain non issu des rangs du Sénat, donc lui il est soucieux d'asseoir sa légitimité incertaine et fait frapper 42 types sur 220 attestés avec Fidesz. Vous voyez que là la proportion elle est très importante et ce déficit de légitimité très fort montre que la confiance est un thème qu'il cherche à obtenir et qu'il proclame plutôt de manière performative. Sachant que les monnaies d'or que vous voyez tout à fait à gauche sont très nombreuses avec Fidesz, c'est assez rare, et ces monnaies d'or sont destinées en priorité aux soldats, les soutiens du régime. On le voit donc, et là c'est vraiment la conclusion de la conclusion. Il existe aussi dans un système autocratique, comme celui de l'Empire romain, un lien étroit entre crise politique et discours monétaire centré sur la confiance. Les empereurs mettent davantage en avant la Fidesz guerrière que la Fidesz publica civile, ce qui révèle sans phare la vraie nature militaire de ce régime autocratique et monarchique. Ainsi, et pour simplifier, car le lien établi n'est pas toujours mécanique, il ressort que moins un empereur est assuré dans sa légitimité, et plus il a recours au thème de la Fidesz dans sa communication monétaire. L'accent est placé sur le lien avec l'armée, la Fides Exercitus, acteur clé de l'accès au pouvoir en cas de crise. S'il n'existe aucune place pour un débat public sur la confiance dans ce système autocratique, il n'en demeure pas moins que les princes doivent construire en permanence, avec patience, intelligence, stratégie, leur légitimité. Et le thème de la Fidesz entre avec d'autres thèmes dans cette stratégie qui vise à conquérir, établir et maintenir le pouvoir au sommet de l'État. Et dans cette affaire, le Sénat et le peuple sont totalement relégués au second plan. Je vous remercie de votre attention.